Mesdames et messieurs, bonjour. La une, le syndicat national des financiers SINAFI a annoncé une grève de 2 jours à compter du 19 juillet prochain si leurs revendications ne trouvent pas satisfaction. Leur point de presse dans ce journal. Le ministre de la Culture et du Tourisme, Jean-Claude Dioma, était ce matin chez l'empereur des Moussé, le Moronaba Bango. Plus de détails dans ce journal. Bienvenue au 13h de Burkina Info. Problématique du Fonds commun au Burkina. Le syndicat national des financiers, SINAFI, prévoit une grève de 2 jours et ce, à partir du 19 août prochain si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Ibrahim San. Le fonds de motivation des personnels de l'État, communément appelé fonds commun, pose problème au ministère de l'économie et des finances. Le syndicat national des financiers SINAFI prévoit une grève de 48 heures à compter du 19 août si rien n'est fait. Il revendique plus d'équité dans le partage de ces fonds. C'est ce qui a animé le point de presse du ministère de l'économie et des finances tenu ce vendredi 7 août 2015. C'est au regard des sittings et des grèves qui sont prévues au niveau de notre département autour d'une motivation qui a été prévue pour le personnel du ministère de l'économie et des finances pour les permettre de mobiliser suffisamment beaucoup de ressources afin qu'on puisse allouer aux dépenses de l'État burkinabé. Et le partage de cette motivation qu'on appelle fonds commun serait de l'avis d'un groupe d'agents réunis autour des financiers que moi-même je suis. Ils trouvent qu'il y a des écarts qui sont en leur défaveur. Au-delà du ministère de l'économie et des finances, les revendications des fonds communs gagnent du terrain dans plusieurs autres ministères. Au regard de tout cela, un comité de réflexion sera mis en place. Et du fait que véritablement ce mouvement est en train d'entraîner une boule de neige dans l'État, parce qu'il y a beaucoup de ministères qui commencent à exiger également leurs fonds communs, et c'est dans ce sens que le gouvernement a décidé de mettre en place un comité qui va se charger de mener la réflexion sur les fonds communs, pas seulement au niveau du ministère de l'économie, mais dans tout l'État burkinabé. Et c'est ce que semblent ne pas apprécier mes frères et sœurs financiers. Madame le ministre délégué chargé du budget indexé par le SINAFI s'explique. Maintenant, pour ce qui concerne notre indexation, je crois que nous ne faisons que jouer notre partition dans ce gouvernement. Il serait important que nous véhiculons ce message juste, parce qu'il a été dit que nous avons refusé d'accorder des audiences. La principale audience qui m'a été personnellement sollicitée, c'était à la fin d'un conseil de ministres. À 16h30, le conseil de ministres était terminé et j'ai vu le SMS qui m'imposait de leur accorder une audience au plus tard 15 minutes après. Et je pense que véritablement dans ce gouvernement où on s'est sacrifié pratiquement depuis le début jusqu'à maintenant, je pense que nous ne méritons pas ça au niveau du gouvernement, encore moins de mon côté. Le problème des fonds communs ne date pas d'aujourd'hui et il se pose avec acuité d'année en année. Vivement que le comité de réflexion puisse trouver une solution pour définitivement régler ces problèmes. Depuis hier, la Banque mondiale, la société civile et les médias sont réunis autour d'un atelier à Bobo-Dioulasso. Objectif, procéder à la formation d'agents de la société civile et des médias sur l'utilisation de Boost. Il s'agit d'un outil d'analyse et de transparence budgétaire. Ce serait également l'occasion pour les 31 participants à cette initiative de mettre en place une équipe pour une conduite d'une revue de dépenses publiques. Établir le cérémonial rituel du faux départ du Moronaba Bango de chaque vendredi dans les calendes du patrimoine culturel burkinabé, tel est le vœu du ministre de la Culture ce matin en visite à l'empereur des Mossé, le Moronaba Bango, Hassan Nakro.
Côte à côte, le ministre de la Culture et le Mogo Naba, accompagné de son staff, Jean-Claude Dioma, a effectué sa première visite chez l'empereur des Mossé ce lundi 7 juillet 2015. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation du patrimoine culturel. Et qui dit patrimoine culturel immatériel, c'est le pan le plus important de notre culture. Et vous ne pouvez pas parler de tradition, des us et coutumes, sans passer aussi voir le détenteur là-même du centre ici de ce patrimoine-là. Donc pour nous, c'était de l'en informer et demander naturellement qu'il puisse nous accompagner. Deuxièmement, nous avons le système de trésor humain vivant, qui consiste effectivement à distinguer un certain nombre de personnalités, de détenteurs d'un savoir-faire et de savoir, et qu'on puisse les mettre, d'abord les distinguer au plan national, qu'on les mette en situation d'apprentissage pour les jeunes générations. Et nous sommes venus également parler de cela à Sa Majesté. Au cours de cette visite, le ministre de la Culture a profité d'assister au traditionnel rituel du faux départ du Mogo Naba, chose qu'il compte d'ailleurs inscrire dans le patrimoine culturel avec l'appui des autorités politiques et coutumières. C'est une tradition qui est, j'allais dire, séculaire. Et le faux départ, nous l'avons, ce n'est pas la première fois que nous voyons, mais nous voyons comment perdure une certaine pratique, une certaine tradition. Et c'est tous les vendredis que le Mogo Naba s'acquitte effectivement de cette tradition. Il était bon donc que nous puissions, après ce cérémonial-là, effectivement donc demander à être reçus, et c'est ce qui a été fait. Mais nous pensons que c'est vraiment un pan de notre culture, la culture Mouaga, qu'il faut du reste. Ça, c'est une tradition que nous voulons inscrire même sur la liste, n'est-ce pas, de l'UNESCO, et nous pensons que nous allons poursuivre ce dossier-là. Une visite que le chef suprême des Mossé a saluée à sa juste valeur. Il a été très satisfait, content, n'est-ce pas, de cette démarche, et il est prêt à nous soutenir, à nous accompagner, et il nous encourage. Et nous avons profité de lui dire que nous voulons également avoir l'occasion de causer avec l'association des chefs traditionnels, des chefs coutumiers, pour qu'on puisse recueillir également leur accompagnement dans le travail que nous allons faire. Donc le message du Mogo Naba, c'était vraiment un message d'encouragement, et il s'est dit très satisfait et il souhaite que nous puissions vraiment continuer dans le bon sens. Bénédiction, conseil et plus d'ardeur au travail sont les maîtres mots du chef des Mossé à l'endroit du premier responsable en charge de la culture. Exploitation minière au Burkina, la société Pan-African Mining serait-elle au bord de la faillite? Pour les plus de 2000 de ses employés, c'est le temps des maigres ressources. Cela du fait du chômage technique, le constat avec Ibrahim Zongo. Ce rêve sera-t-il vraiment une réalité ou restera-t-il une utopie? Jusque-là, les 2500 employés de Pan-African Tambao SA restent pantois sur leur sort. Depuis 4 mois, une soixantaine de membres du personnel de la mine d'extraction de manganèse de Tambao est en chômage technique, chose qui inquiète de plus en plus ce personnel. Il faut dire que le personnel de la société Pan-African Tambao est en chômage technique depuis maintenant 4 mois. Et donc tout le monde sait que le chômage technique ne peut pas excéder 6 mois. Et aujourd'hui, la situation est devenue très préoccupante. Donc il faut dire que si rien n'est fait, c'est sûr que c'est un personnel qui sera liquidé. Des bureaux déserts, des ordinateurs rangés ici, c'est le service minimum par jour qui prévaut. Dans la cour du siège, des agents qui attendent la réaction salvatrice de leur ministère de tutelle, le ministère des Mines. Nous disons que le problème est au niveau du gouvernement de la transition, puisque ce sont des lettres du ministre des Mines qui suspendent l'activité de la société. Donc nous comprenons que si c'était la société qui avait son problème, on allait avoir le soutien du gouvernement avec nous, pour nous aider à résoudre le problème. Mais quand il se trouve que c'est le gouvernement lui-même qui est le problème, donc nous on ne sait plus ce qu'il fait. Pour eux, les raisons avancées par le gouvernement pour procéder à la suspension du contrat d'exploitation ne sauraient être valables pour en arriver là. Et par la suite, on dit quoi? On suspend le contrat avec l'État parce qu'on veut résoudre le problème du chemin de fer entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est ce que nous avons vu dans la lettre. Nous disons non. Est-ce que pour résoudre un problème concernant le chemin de fer entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il faut qu'on liquide nos emplois? Le minerai sortait par la route, ce n'est pas par le chemin de fer pour le moment. Les travailleurs qui disent avoir plusieurs fois interpellé le chef du gouvernement sur leur situation en appellent à une prise en compte de leurs cris de cœur.
Nous disons qu'il ne faut pas attendre que le pire arrive avant qu'on se lève. Et c'est ce cri de cœur que nous lançons. Il faut que son Excellence nous entende, il faut que le ministre en charge des mines nous entende, il faut que le Burkina Faso tout entier nous entende et que quelque chose soit fait pour sauver la situation de Pan-African Tambao. Mais en attendant, ces agents de la mine de manganèse de Tambao comptent user de tous les moyens légaux en vue de la satisfaction de leurs requêtes. Parlant d'exploitation minière, les sites d'exploitation artisanale de l'or sont fermés afin de mettre à l'abri les orpailleurs des risques d'éboulement. Mais cette consigne n'est pas respectée par tous, si bien que l'on a enregistré 2 morts le 5 août à Djibo. À ce propos, le syndicat national des orpailleurs et l'ORCAD réagissent. Doumadié Gaël Rodrigue. Avec une contribution d'environ 22% au produit intérieur brut, l'or demeure le premier produit d'exportation au Burkina Faso depuis 2012. Cependant, ce secteur rencontre d'énormes difficultés dans sa réglementation. 2 types d'exploitation minière. La mine industrielle qui est exploitée par les grandes compagnies minières et l'exploitation artisanale de l'or qui est beaucoup plus connue sous l'appellation orpaillage. Alors, des 2 types d'exploitation, il faut dire que la mine industrielle est beaucoup plus encadrée par les textes, notamment le code minier et la convention minière. Au niveau de l'orpaillage, malheureusement, il n'y a pas de textes réglementaires comme ça qui l'encadrent de façon formelle, en dehors des autorisations qui sont délivrées par certaines personnes. Néanmoins, chaque année, le gouvernement prend des textes qui ferment ces sites d'exploitation artisanale en période d'hivernage. Et cette année, depuis juin, les sites d'orpaillage sont censés être fermés. Et tout orpailleur, à l'heure actuelle, sur les sites d'orpaillage, peut être considéré comme exploitant clandestin. Le non-respect des mesures de sécurité occasionne malheureusement chaque année des pertes en vies humaines. En témoigne le drame de Djibo, survenu le 5 août dernier. On a déjà passé le message que les sites sont fermés. On a des responsables là-bas qui sont allés faire sensibilisation des orpailleurs qui sont là-bas. Mais bon, avec la fermeture, les responsables de tous sont partis. Donc maintenant, ce sont des orpailleurs certains orpailleurs qui n'ont rien à faire, qui sont fraudés à aller rentrer, que les bourrements, tous les sont tombés sur eux comme ça. Pour les représentants de l'ONG ORCAD, une mesure forte de la part des autorités arriverait à freiner cette pratique. Peut-être que l'État gagnerait à mettre un peu de moyens de sorte à pouvoir avoir une présence permanente de la sécurité sur les sites d'orpaillage à grande fréquentation, en tout cas, chaque année pendant la fermeture de ces sites d'orpaillage. Une véritable prise de conscience de la part des orpailleurs pour le bon déroulement des activités dans les différents sites miniers est nécessaire. Et si nous parlons de parité hommes-femmes en Afrique, au-delà de certaines différences nationales, l'Afrique enregistre globalement des progrès en matière d'égalité hommes-femmes. Une tendance confirmée par le dernier rapport de la Banque africaine de développement BAD. 32 pays d'Afrique enregistrent un indice d'égalité supérieur à 50. En tête du classement figurent l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Botswana ou encore la Namibie. En queue de peloton, des pays comme la Somalie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et la Côte d'Ivoire. Rubrique Actunet à présent. L'actualité vue de la toile en ce début du week-end porte sur la mise en œuvre des élections. Alida Tapsoba. En 2015, les membres du CNT à l'école Bridge de la CENI titrent à sa une Bairi.com. Les membres du Conseil national de la transition sont en formation depuis le jeudi 6 août 2015 à Ouagadougou et ce pendant 3 jours. Au nombre de 30, ils sont à l'école Bridge de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui vise à renforcer leurs capacités. Le top de départ de la rencontre a été donné le jeudi 6 août 2015 à l'occasion d'une cérémonie présidée par le
le premier vice-président du CNT, qui avait à ses côtés le vice-président de la CENI, Joachim Bagayan, et le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement au Burkina Faso, Pascal Karorero. Et toujours sur le portail d'information Bahiri.com, le DP2, le reporter, condamné à une peine de prison. La CEP proteste contre un verdict antidémocratique. En effet, le directeur de publication du bimensuel Le Reporter a été condamné à une peine d'emprisonnement de 3 mois ferme par le tribunal de grande instance de Ouagadougou dans un jugement rendu le 23 juillet 2015. Le journal a été astreint en justice pour diffamation par l'avocat maître Bouyen Armand. À cet effet, la Société des éditeurs de la presse privée du Burkina CEP se réjouit que appel ait été fait suspendant la décision. Cependant, elle proteste vivement contre cette sentence issue d'un procès dont l'impartialité et l'objectivité peuvent être critiquées, mais qui est aussi nettement en déphasage avec les actions en cours pour redorer le blason de notre législation en matière de répression des délits de presse. En effet, le gouvernement de la transition a tenu le pari de moderniser la législation en matière de presse. Ce communiqué de la CEP a suscité des réactions du côté des internautes. Kalilou qui répond et questionne « Pourquoi vous donnez l'autorisation de dire tout et n'importe quoi sans être poursuivi alors que nous sommes tous au regard de la Constitution, égaux en droit et en devoir? Pourquoi avec un bic, un micro ou une caméra, vous aurez le droit de salir ma réputation par de fausses allégations et moi interdit de défendre mon honneur ?» Et Nobgad dit « Kalilou, c'est maître Bouyen ou quoi ?» Quant à Pogbi, il affirme « Bouyen ou pas, Kalilou n'a pas tort. » 3 points de suspension. Rencontre au gouvernement syndical, l'UAS durcit le ton et s'est allié sur Burkina 24. L'Union d'action syndicale UAS était face à la presse hier jeudi à Ouagadougou. Les échanges ont porté essentiellement sur la rencontre avec le Premier ministre Yacouba Ezagzida tenue le 4 août dernier. À l'issue de la dite rencontre, une mise au point finale est annoncée pour le 1er septembre 2015 entre les deux parties. La centrale syndicale dit mettre en garde le gouvernement contre un nouveau report de la rencontre et la suite à donner aux préoccupations posées. Pour le président du mois des centrales syndicats, Yamba Georges Kwanda, elle a été l'occasion pour les syndicats de remettre sur la table les préoccupations des travailleurs restés en suspens depuis le 1er mai 2015 et qui par ailleurs doivent constituer une des priorités du gouvernement actuel. Nous avons rappelé que pour nous, la transition n'a pas pour unique mission d'organiser les élections. Elle doit traiter les préoccupations des populations en général et les travailleurs en particulier, a-t-il déclaré. Afin d'être des repères et des guides pour les jeunes dans le métier de diplomate, une association des anciens diplomates et anciens ministres des Affaires étrangères a vu le jour. Le point avec Ibrahim Sen. Mettre les expériences à la disposition de la jeune diplomatie afin qu'elle puisse porter haut les flambeaux de la diplomatie burkinabé. C'est entre autres les objectifs qui ont prévalu à la création de l'association des ambassadeurs, consuls généraux et ministres plénipotentiaires à la retraite au Burkina Faso. Le lancement officiel de la dite association s'est tenu ce jeudi 6 août 2015. Actuellement, notre pays, en dépit de ses ressources modestes, force l'admiration des autres pays. La cérémonie d'aujourd'hui, qui se veut constitutive de votre association, va combler un vide et elle vous permettra de continuer à contribuer à renforcer la diplomatie de notre pays. Elle permettra de continuer à défendre nos intérêts et à faire valoir aussi nos positions sur toutes les grandes questions de l'actualité. Depuis une décennie, le personnel du ministère des Affaires étrangères s'est fortement rajeuni. Une jeunesse certes dynamique, déterminée et engagée à bien accomplir sa mission, mais aussi une jeunesse qui a besoin de s'appuyer sur les anciens et les sages que vous êtes, afin de pouvoir continuer à porter plus haut le flambeau de la diplomatie et des relations internationales de notre cher pays. Se retrouver entre amis et anciens collègues en ce moment de retraite est une grande joie. Il s'agit pour les ambassadeurs, consuls généraux et du Burkina Faso à la retraite de se retrouver au sein d'une association comme
il en existe beaucoup dans ce pays. Et l'objectif principal, c'est pour ces personnalités de se retrouver et de continuer à mettre leur expérience et leurs relations à la disposition du pays quand le pays le leur demande, et également de s'entraider dans cette vie de retraité qui est la leur. À la fin de ce lancement, il est attendu l'adoption des statuts et règlements intérieurs ainsi que la formation d'un bureau provisoire de l'association. 332 nouveaux agents de l'environnement viennent de faire officiellement leur entrée dans le monde de la fonction publique. La 55e promotion des élèves de l'École nationale des eaux et forêts ENEF est officiellement sortie le 31 juillet à Dinderesso à Bobo Dioulasso. La cuvée 2015 a pris comme nom de baptême Zéro sachet plastique. Outre les nationaux, la 55e promotion de l'ENEF est composée de Togolais, Nigériens, Tchadiens et Centrafricains. Les handicapés en Afrique sont le plus souvent marginalisés. Au Burkina, certains d'entre eux n'échappent malheureusement pas à cette situation. Quelle est la situation de leur insertion socio-professionnelle au Burkina? Hassan Nakro. L'insertion sociale des personnes vivant avec le handicap n'est pas toujours facile. Une situation que Siaka Ouattara, sociologue et enseignant-chercheur à l'université de Ouagadougou, estime que cela est lié à une mauvaise conception de la société envers cette tranche de personnes. Dans la société, je dirais que la perception que la société a de ces personnes peut déjà dicter le comportement vis-à-vis de ces personnes. Parce que quand on considère au niveau de certaines sociétés que le handicap est une punition divine, ça va de soi qu'il y aura rejet de ces personnes-là, parce qu'on pense que en prévision de ce que la personne pouvait être comme bien ou mauvais, que ce handicap-là est là déjà comme une punition par anticipation. Une situation plus ou moins déplorable, car ces personnes sont souvent même disqualifiées dans la recherche d'emploi. Au niveau de l'emploi, je me dis en tout cas, là où on n'a pas besoin pour les paramilitaires ou bien les militaires, etc., là ça peut se comprendre. Mais sinon pour les autres postes, que ce soit un ancien, ou bien un ancien du primaire, etc., une personne handicapée peut bien exercer cette profession, n'est pas diminuée intellectuellement. Pour ces intéressés, il serait intéressant si l'État leur accorde certains postes entrant dans leur cadre pour leur permettre de résoudre leurs propres problèmes. Bon, parce que souvent, actuellement, je pense que ça va, parce qu'on nous consulte maintenant, mais avant, ce n'était pas le cas. Mais je pense qu'il y a des postes là où nous pensons que c'est mieux que ce soit des personnes handicapées qui vont essayer de réfléchir sur leur propre sort. Que ce soit des projets valides. Parce qu'en étant dans ta propre peau, tu peux effectivement savoir quel est tes besoins. Pour certains, même leur ministre de tutelle, à savoir l'action sociale, est souvent inaccessible. Avoir des audiences avec eux, c'est pas possible. Tu vas beau déposer, ils ne vont jamais te recevoir. Malgré que c'est notre ministère de tutelle, on ne te reçoit pas. Donc, cela, comment on va faire? Si tu ne peux pas les approcher, tu vas parler où pour qu'ils changent? L'accès difficile de certains lieux, le manque de dialogue avec les structures œuvrant pour leur bien-être et le regard négligent de la société à leur rencontre sont entre autres les difficultés auxquelles ces personnes sont confrontées dans leur quotidien. Et accéder aux bâtiments publics et privés au Burkina pour les handicapés moteurs est une chose difficile. En effet, les rampes d'accès sont quasi inexistantes. Le point avec Hassan Nakro. Depuis 2014, des efforts ont été entrepris par l'État burkinabé pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des personnes vivant avec un handicap dans les services publics d'État. Dès 2010, des textes avaient été arrêtés par le gouvernement pour faciliter l'accès des personnes en situation de handicap aux bâtiments publics. Il s'agit de la loi numéro 12-2010, AN du 1er avril 2010, portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, en son article 21 qui stipule que toute construction d'infrastructures publiques ou privées devant recevoir du public doit prévoir l'accessibilité des personnes handicapées. Pour les édifices, une rampe d'accès munie de main courante et dont la pente n'excède pas 5% est imposée.
Mais loin des textes, la réalité est tout autre sur le terrain. Il faut noter que les handicapés visuels prennent part au concours direct 2015, acquis qui redonne un grain d'espoir. Les sportifs burkinabés aux Jeux mondiaux spéciaux olympiques sont de retour. À ces Jeux, ils ont raflé 13 médailles, dont 7 en or, 5 en bronze et 1 en argent. La présentation des médailles avec Max Gombré. 13 médailles, dont 7 en or et en argent et 5 en bronze pour les sportifs burkinabés ayant participé aux Jeux mondiaux spéciaux olympiques dédiés aux déficients mentaux qui s'est tenu du 25 juillet au 2 août 2015 à Los Angeles. La présentation de ces médailles au premier responsable en charge du sport est intervenue ce vendredi 7 juillet 2015. Ils ont hissé tout aussi haut le drapeau du Burkina, et notamment à travers ces résultats qui ont été obtenus, notamment les médailles, mais également le rayonnement à travers simplement la participation et également le comportement des différents membres de la délégation. J'ai moi-même eu l'opportunité d'être présent et j'ai pu constater, bien sûr, la réalité de la compétition. C'était aussi une découverte pour moi. Et j'avoue que ce n'est pas évident. J'avais bien sûr mon appréhension, mais ça a été complété par la réalité que j'ai observée sur le terrain. Vive félicitations du ministre des Sports et des Loisirs à l'endroit de ces personnes ayant porté haut le drapeau burkinabé hors du territoire national. Je voudrais, en tout cas avant tout, déjà souhaiter la bienvenue à notre délégation qui est allée défendre brillamment les couleurs nationales au niveau des Jeux mondiaux spéciaux olympiques. Et donc je voudrais également tout de suite les féliciter pour les résultats qui ont été obtenus. Au regard de ces performances déployées, le colonel David Cabré a promis une somme de 2 millions de francs CFA en guise de soutien à ces athlètes qui, malgré leur handicap mental, ont glorifié le pays des hommes intègres. Parlons à présent inondation, un mort et un porté disparu. Tel est le bilan de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la province du Yatinga le 5 août dernier. En plus de ces pertes en vie humaine, d'énormes dégâts sont enregistrés. Ce sont au total 56 personnes qui ont été touchées par les inondations, lesquelles ont vu leur maison complètement écroulée. Et parlant de catastrophes hors de chez nous, au moins 2 enfants ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi dans un important séisme à l'est de la RDC Congo. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, dans un message à la presse, indique que le tremblement de terre a eu une magnitude de 5,6 sur l'échelle de Richter. L'épicentre du séisme est situé dans le lac Tanganyika, plus près de Bukavu, selon l'Observatoire volcanique de Goma, a souligné Lambert Mende. En rappel, un précédent séisme avait fait 45 morts en 2008, 7 au sud Kivu et 38 au Rwanda, pays voisin. Des centaines de personnes avaient été blessées dans les 2 pays. En ce jour où la Côte d'Ivoire célèbre ses 55 ans d'indépendance, nous nous intéressons au cours de cet entretien avec le professeur Willy Moussa Batenga, historien, au passé et à l'avenir des relations entre les 2 pays que sont la Côte d'Ivoire et le Burkina. Bonjour monsieur et bienvenue sur ce plateau du 13h. Bonjour, merci bien de l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Parlons à présent des relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. On le sait, ce n'est un secret pour personne. Plus de 3 millions de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire. Alors, comment s'est fait le peuplement de ce pays voisin par nos citoyens? Je voudrais, avant de répondre à votre question, souhaiter bonne fête aux Ivoiriens, puisque c'est leur fête nationale aujourd'hui. Leur souhaiter également beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection sur leur passé, sur leur passé de façon générale. Alors pour venir maintenant à votre question, il faut dire que les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire sont des relations très compliquées.
Mais ce sont des relations très suivies. Ce sont quand même des relations très suivies. Parce que liées à la géographie, ce sont des pays voisins, liés à l'histoire. Et pour aller plus loin, je dirais que ces rapports commencent, pour ne pas aller très loin, véritablement à la période coloniale. La colonisation a joué un rôle très particulier dans ce qu'on constate de nos jours dans ces rapports entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, et notamment du fait de la forte présence burkinabé en Côte d'Ivoire. Alors, sur cette question de la migration, il faut dire que les spécialistes, tout dépend où on se trouve. Si vous allez interroger les spécialistes ivoiriens, ils auront tendance à mettre l'accent sur le fait que le Burkina est pauvre et que donc c'est ce qui fait que les Burkinabés ont tendance à venir en Côte d'Ivoire, un pays qui est relativement plus riche. Mais si vous interrogez les Burkinabés ou les spécialistes de la question au Burkina, notamment les historiens, ils vont avoir plutôt tendance à mettre l'accent sur l'histoire et particulièrement sur la colonisation. Effectivement, la colonisation, me semble-t-il, a joué un rôle de premier plan dans cette migration des Burkinabés vers la Côte d'Ivoire. Alors évidemment, tout commence dans les années 1920. La France a besoin de développer cette colonie qui est potentiellement riche, c'est-à-dire la colonie de la Côte d'Ivoire, alors que la population en Côte d'Ivoire, dans les années 20, tournait autour de 1,8 million. Comparativement à la Haute-Volta, où on comptait 3 millions d'habitants. Et donc, et puis 3 millions, dont une bonne partie organisée, hiérarchisée, notamment le plateau central et puis les autres zones aussi. Et donc, la France va chercher à transférer les populations vers la Côte d'Ivoire pour exploiter au mieux la colonie de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, on en vient à la dislocation de la colonie de Haute-Volta en 1932. Alors oui, voilà, une partie au Soudan qui est le Mali, une petite partie au Niger actuel et puis une grande partie, c'est-à-dire la moitié de la superficie, 2/3 de la population à la Côte d'Ivoire. Alors donc, certains historiens pensent que la dislocation est intervenue pour pouvoir mieux ravitailler la colonie de la Côte d'Ivoire en main-d'œuvre. Mais, évidemment, la colonie de la Haute-Volta a été reconstituée en 1947, ce qui n'a pas empêché que les départs se poursuivent, notamment avec la création d'un syndicat en Côte d'Ivoire qu'on appelle le SIAMO, Syndicat interprofessionnel pour l'acheminement de la main-d'œuvre, dans les années 1950. Et on estime que ces syndicats ivoiriens étaient en mesure de transférer autour de 30 000 personnes par an vers la Côte d'Ivoire. Alors donc voilà en gros le facteur colonial. Le deuxième élément de l'histoire, c'est quand même la convention qui a été signée en 1961. Là, on sort de la période coloniale pour entrer dans la phase post-coloniale, puisque les États sont créés en 1960. Avec la phase des indépendances. Voilà, une convention est signée entre la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta en 1961 pour l'acheminement de cette main-d'œuvre. Et puis ensuite, il faut ajouter à cela peut-être le facteur d'intégration, création de la CEDEAO, création avant de la CEIAO, création de l'UEMOA qui consacre la libre circulation des biens et des personnes et qui font que les Burkinabés continuent à aller vers la Côte d'Ivoire. Mais j'ajouterai peut-être un quatrième élément. On est un peu pris par le temps, mais parlant de libre circulation des biens et des personnes, il y a eu la mise en place dans la moitié du 19e siècle le train. Alors, comment se font les échanges entre les deux pays? Et quelles peuvent être les retombées à long terme pour le Burkina? Le démarrage des rails commence en 1904, donc au début du XXe siècle, et s'achève à Ouagadougou en 1954. Et justement, c'est un tronçon, c'est en même temps une épine dorsale qui lie véritablement les deux pays. Et je pense que c'est l'un des éléments qui a fait que Maurice Yamégo, au moment des indépendances, a quitté, puisque dans un premier temps, Maurice Yamégo, qui était le premier président de la Haute-Volta, avait intégré la Fédération du Mali. Mais par la suite, il a été dissuadé, sans doute par Houphouët, mais du fait justement de la présence de ce rail qui lie la Haute-Volta à la Côte d'Ivoire,
l'a dissuadé et donc a dû renoncer à la Fédération du Mali pour intégrer le Conseil de l'Entente. Donc c'est vraiment un élément très important dans les relations entre les deux pays, le rail entre Abidjan et Ouagadougou. Et parlant d'échanges commerciaux, les Burkinabés, pour la majorité, disent qu'ils sont lésés économiquement parlant à cause de la présence d'industries qui produisent des pays qui envahissent notre marché. Dans une situation où on est en totale évolution, comment les Burkinabés peuvent rivaliser? Mais c'est tout le problème des économies modernes, hein. Le Burkina est un pays enclavé. C'est un pays enclavé et dans les économies modernes, les investisseurs préfèrent investir dans les pays côtiers. Et donc, c'est vraiment un gros avantage pour la Côte d'Ivoire qui a un littoral alors que le Burkina n'en a pas. Et comme il y a le rail, naturellement, les investisseurs préfèrent investir en Côte d'Ivoire. Et puis, dans un deuxième temps, du fait de cette intégration, puisque les produits fabriqués en Côte d'Ivoire peuvent rentrer en Haute-Volta, normalement sans frais de douane. Et donc, préfèrent s'installer en Côte d'Ivoire, où ils ont la main-d'œuvre, où ils ont les intrants moins chers, l'électricité, etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, ils peuvent exporter ces produits un peu partout dans la sous-région. Mais, évidemment, je pense que les Burkinabés aussi ont compris cela et tentent d'y remédier en proposant des corps d'investissement attractifs, mais surtout en cherchant à diversifier. Je crois que la crise en Côte d'Ivoire a ouvert beaucoup les yeux des Burkinabés, en cherchant à diversifier non seulement les sources d'approvisionnement, mais aussi les pays de transit. Avant la crise, pratiquement 70% des marchandises venant de l'extérieur et entrant au Burkina ou quittant le Burkina pour aller ailleurs, transitaient par le port d'Abidjan. Mais avec la crise, évidemment, le Burkina a diversifié ses pays de transit, si bien que aussi bien les gens passent par Abidjan que par Lomé, que par Tema ou Takoradi, que par Cotonou, etc. Et même, je crois qu'ils ont aussi des perspectives vers Dakar et vers Conakry. Le Premier ministre, lors de son déplacement en Côte d'Ivoire le 7 juillet dernier, a indiqué que le port d'Abidjan est la porte naturelle du Burkina vers les pays étrangers. Dans une perspective où on veut élargir notre horizon à travers la collaboration avec d'autres pays, quelle pourrait être l'importance de la signature de l'accord du traité de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, TAC? Oui, mais pour ce qui concerne le port, évidemment, le Burkina a une population en forte augmentation, a une économie aussi en forte augmentation. Depuis plus de 10 ans, le taux de croissance au Burkina est quand même au-delà de 5%. Et donc, importe beaucoup et aussi exporte beaucoup. Si bien que les installations réservées au Burkina, sans doute au port d'Abidjan, ont tendance à ne plus suffire. D'où cette politique de vouloir agrandir cette zone au niveau du port d'Abidjan, mais cela n'empêche pas que le Burkina continue à diversifier ses pays de transit, puisque aussi, enfin, cela est vrai pour la Côte d'Ivoire, mais cela est vrai aussi pour Lomé que pour les autres ports de la sous-région. Alors, professeur, il y a de cela quelques temps, la Banque mondiale a octroyé 100 millions de dollars aux deux pays, à savoir que chacun a des ressources de 50 millions environ. Comment, dans une dynamique, peut-on fédérer les forces pour plus de développement harmonieux de chaque côté des pays? Oui, mais l'intégration, c'est cela, hein, c'est aussi la complémentarité. C'est-à-dire ce que moi je sais faire le moins et que l'autre peut faire le plus, que je passe la main à l'autre pour qu'il le fasse et qu'on puisse partager les fruits ensemble. Et ce que moi je sais faire le plus, je développe aussi ces aspects pour que l'autre aussi puisse en profiter. Donc je crois que ce sont des éléments importants dans le cadre de l'intégration. Et dans le cadre aussi, puisqu'on ne peut plus parler de développement sans paix, les crises dans la sous-région nous ont montré à souhait qu'on ne peut plus parler de développement sans paix. Et donc, il faut prendre tous ces éléments en compte, le développement, la paix, la sécurité, etc.
Merci beaucoup, professeur. Allez, je vous remercie. C'est tout pour cet entretien avec le professeur William Moussa Batenga, entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent dans la ville de Ouagadougou et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Yiro.